On applique la deuxième loi de Newton sur le repère de Freinet. La somme des forces exercées extérieures égale la masse fois l'accélération AG. Donc, on a une seule force, c'est la force exercée du Soleil sur la planète, égale à moins J ms fois mp sur r au carré, suivant SP. Donc, je mets ici un signe moins, car le sens de la force exercée du Soleil sur la planète est contraire que le vecteur unitaire USP. Et puisque Fs sur P est une force centrifuge, ça veut dire qu'il est dirigé vers le centre du Soleil. Bien, alors Fs sur P égale à M Vg au carré sur R. On a le vecteur ici, le vecteur unitaire, c'est moins USP. Bien, donc, on met la masse du planète MP fois Vg au carré sur R, suivant moins USP égale à moins J, voilà, moins J, la masse du Soleil fois la masse de la planète sur le rayon au carré, suivant USP. On élimine le signe moins et le signe moins, on élimine aussi le vecteur directeur et quand on élimine aussi la masse de la planète, on trouve la vitesse au carré égale à G, la masse du Soleil sur le rayon. Donc la vitesse de la planète égale à la racine de Gm du Soleil sur R. Par cette relation, on peut constater que la vitesse est inversement proportionnelle à R. Donc la vitesse augmente, attention, la vitesse augmente quand le rayon est diminué. Et ça, on a vu dans la deuxième loi de Kepler. La planète est maximale quand elle est plus proche du Soleil. Bien. La période de révolution T, puisque Vg égale à R oméga égale à R de P sur T, alors T égale à R de P sur Vg égale à R de P sur la racine de G ms sur R, donc R ici. Donc on aura T égale à 2PR, la racine de R sur G, la masse du Soleil, égale à 2P. Donc je vais rentrer ici le rayon dans la racine, on trouve la racine cubique sur G, la masse du Soleil. Donc, on peut aussi faire ici au carré, le tout au carré. Donc, T au carré égale à 4P au carré, R au cube sur G, la masse du Soleil. Donc, on trouve T au carré sur R au cube égale à 4Pi carré sur G, la masse du Soleil, égale à la constante du Soleil. Donc, qui ne peut dépendre pas de la planète étudiée. On retrouve la troisième loi de Kepler, donc voilà la troisième loi de Kepler, d'une planète en mouvement circulaire uniforme autour du Soleil. Voilà la troisième loi de Kepler pour une planète qui tourne autour du Soleil. Bien, étude du mouvement d'un satellite autour de la Terre. On étudie un satellite en mouvement autour de la Terre, le référentiel choisi est le référentiel géocentrique. Donc le référentiel géocentrique, c'est un référentiel par translation de la référentiel héliocentrique. Donc on le considère comme il est galiléen. Bien. La Terre dans masse mt, donc ici on va remplacer le Soleil par la Terre. On va attaquer les satellites qui tournent autour de la Terre. La Lune est un satellite naturel. Bien. La Terre de masse mt exerce une force F d'attraction gravitationnelle sur la satellite de masse m. Donc la force exercée de la Terre sur la satellite égale à moins g la masse, la masse de la Terre, voilà, fois la masse du satellite sur la distance entre les deux centres au carré, suivant n. Donc n est le vecteur, voilà ici annulé, est le vecteur unitaire normal dans la base de Freinet. D est la distance entre le centre de la Terre et le centre d'inertie de la satellite. Puisque la satellite est négligeable devant la masse de la satellite, est négligeable devant la masse de la Terre, donc on considère que le satellite est ponctuel, bien, devant la Terre. Bien. En faisant la même étude que celle d'une planète autour du Soleil, mais cette fois-ci, la Terre est
le référentiel. Bien, on aura VG, la vitesse du satellite, égale à la racine de G, la masse de la Terre, attention, la masse de la Terre, sur R. C'est quoi R? R, c'est le rayon de la Terre sur la hauteur. Voilà la hauteur du satellite par rapport au sol, par rapport à la surface de la Terre. Bien. Où RT représente le rayon de la Terre et H, c'est l'altitude du satellite, c'est la hauteur du satellite. Donc T, la période, on aura c'est 2pi R au cube. On remplace R au cube par le rayon de la Terre plus cette hauteur-là, H au cube sur G, la masse de la Terre ici, la masse de la Terre ici, la période de révolution. La période et la vitesse ne dépendent, ne dépendent pas de la masse et du satellite, elles dépendent de son altitude. Donc l'altitude, c'est la variable. Donc quand l'altitude est grande, la période est grande. Bien, tout simplement, quand l'altitude est petite, la période est petite. Bien. La satellisation. La satellisation est une méthode. Voilà, la satellisation consiste à mettre un satellite, voilà le satellite, sur son orbite, alors l'orbite du satellite, de la Terre en donnant une vitesse qui lui permet d'avoir un mouvement circulaire. Donc voilà l'enchaînement. On met la satellite ici, puis on monte une fusée. À l'intérieur de fusée, il y a le satellite. Donc pour une hauteur bien déterminée, on lance la satellite par une vitesse VJ pour mettre ce satellite en mouvement. Bien, pour mettre ce satellite perpendiculaire, voilà. La vitesse du satellite égale à la racine de G, la masse de la Terre ici, donc, la masse de la Terre sur le rayon de la Terre plus l'altitude. Bien. Les satellites géocentriques. Qu'est-ce que ça veut dire satellite géocentrique? Satellite géocentrique, ça veut dire que ce satellite, pour un observateur est situé à la surface de la Terre, le satellite ne change pas. Donc attention, la période, la vitesse angulaire de la Terre égale la vitesse angulaire de ce satellite-là. Bien, les satellites géocentriques, des satellites fixes, stationnaires par rapport à la Terre. Donc le satellite, il tourne, mais si on a un observateur ici, ce satellite-là est toujours immobile par rapport à ce personne-là. Bien, donc la vitesse d'évolution du satellite est égale à la vitesse angulaire de la Terre. Voilà, donc si on veut trouver la hauteur pour que le satellite soit immobile ou bien stationnaire par rapport à un observateur situé au sol, donc c'est 306 000 km. Voilà la hauteur pour que le satellite est stationnaire. Bien. Au revoir.